d'abord présenter mes vœux à la communauté chrétienne qui célèbre la fête de Pentecôte. Oui. Et prier pour que tous les pèlerins qui se rendent à Popenguine y parviennent dans de très bonnes conditions. Je crois que la vérité est un des attributs d'ailleurs, puisqu'on parle de pèlerinage de Dieu, un de ses certainement attributs les plus éminents. Et que la vérité est le moteur du monde. C'est pourquoi en toutes circonstances on se doit d'être dans toute la mesure du possible véridique. Ouais, et j'attache un prix important à dire ce que je pense, parce que ne pas dire ce qu'on pense par peur de quelqu'un ou par peur de ses intérêts est une forme d'esclavage. Et je ne me vois pas dans une telle situation. Oui. Et vous tenez à votre indépendance. Votre passage à la tête du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables a coïncidé au Sénégal à des découvertes d'hydrocarbures dans notre offshore, des découvertes importantissimes. Hein. Mais également, votre passage à la tête de ce ministère a coïncidé avec le redressement de la Sénélec. Oui, ça a été marqué par des investissements substantiels aussi, par de l'électrification rurale, du solaire. Le bilan est quand même reluisant quelque part. Oui, je dois dire que le bilan est extrêmement positif en ce qui concerne le redressement du secteur de l'énergie de manière générale, qui avait connu des moments très très durs dans les années 2011, particulièrement avec des émeutes, et que c'est le travail de toute une équipe. Et je dois rendre à la vérité aussi, puisqu'on parle de vérité, que mes prédécesseurs y ont contribué de manière assez significative, ainsi que le directeur général de Sénélec. Donc c'était un travail d'équipe, toutes les équipes de l'ASER pour l'électrification rurale. Et j'étais particulièrement heureux de l'impact qu'on a pu avoir sur l'électrification rurale. Ça, c'est indéniable. Et là, quand vous parlez de vos prédécesseurs, c'est Aly Ngouille Ndiaye, mais c'est aussi Karim Wade qui a laissé ici le plan Takkal, c'est ça? Non, je veux parler de tous ceux qui ont pensé qu'au lieu de mettre en place des barges ou des centrales dans des conditions assez difficiles, de réhabiliter et renouveler l'équipement de production, de réhabiliter les lignes de transport, voilà. Oui, toujours dans les présentations, il y en a vos anciens camarades de l'APR qui souvent soutiennent que également vous êtes un solitaire. Il y en a beaucoup qui disaient que vous allez voir, Thierno Alassane il n'est pas avec nous, mais il sera avec personne. Lors de la présidentielle, il va soutenir personne. Et au finish, vous leur donnez raison. Thierno Alassane Sall n'a soutenu ni Idrissa Seck, ni Ousmane Sonko, ni Madické Niang, personne lors de la présidentielle, après avoir été recalé. Mes anciens camarades me connaissent relativement bien. Et ce que j'attends certainement d'eux, me connaissant bien, connaissant les principes au nom desquels on s'était retrouvés dans le combat pour l'alternance en 2012, c'est d'être fidèles à eux-mêmes, plutôt que de se lancer dans des conjectures sur ce que je veux faire, ce que je peux faire. Aujourd'hui, l'heure est extrêmement grave. Les informations qui sont disponibles et qui ont valu mon départ du gouvernement, avant même qu'il y ait toutes ces révélations, ces informations sont claires, précises et nettes. Et chaque Sénégalais se doit de prendre position, non pas par esprit de clan, non pas par esprit de parti, mais par choix pour le Sénégal. Et donc s'il y a un jugement à faire, c'est ça. En ce qui concerne la présidentielle, je crois que le plus important c'était que une machination avait été faite, hélas, pour éliminer des candidats et sélectionner ceux avec qui le président voulait aller au premier tour. Je pense que nous avons mis sur la table des preuves assez importantes de ce que nous avons été injustement éliminés, et que le second tour était déjà dans un processus de coup d'État électoral. Nous l'avons dit à la place de l'Obélisque quand le C25 était là et que Issa Sall avait dit que Macky ne devrait pas venir au second tour. Je dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura pas de second tour dans les conditions où nous sommes en train d'aller à la présidentielle, avec l'utilisation immense des ressources de l'État, des moyens immenses et colossaux pour corrompre une bonne partie de la population suffisamment appauvrie.
et que l'élection présidentielle en tant que telle, je veux dire le scrutin, est l'aboutissement d'un processus largement entamé en avant qui va consacrer le hold-up, et après nous ne pourrons même pas nous plaindre, nous pourrons nous prendre qu'à nous-mêmes. Pour n'avoir pas suffisamment politiquement pris le combat en amont en charge, l'opposition s'est justement retrouvée au lendemain de la présidentielle à vouloir contester des PV signés dans des bureaux de vote par leurs propres représentants et qui agrégés donnent des chiffres qu'ils contestent, alors qu'on ne peut pas contester les PV. Alors, je n'ai pas voulu me retrouver dans cette situation-là. C'est pourquoi, tout en appelant et ayant fait campagne à voter contre Macky Sall, j'ai voté aussi contre lui, et je suis dans cette posture jusqu'ici. On ne peut pas douter que je souhaitais son départ. Je pense que les conditions n'étaient pas optimales pour qu'on puisse vraiment aller dans des élections objectives. Oui, mais quand même un petit éclairage sur votre positionnement à la Wade. Idrissa Seck s'est déplacé jusque chez vous, non, pour avoir votre soutien. Ousmane Sonko a fait de même. Pourquoi, après avoir été recalé lors des parrainages, vous n'avez pas voulu soutenir ouvertement un candidat de l'opposition? Je viens d'y répondre en disant que le premier tour de la présidentielle, comme l'élection, était l'aboutissement d'un hold-up électoral. Et je crois que l'ensemble des candidats n'ont pas pris suffisamment en compte cette situation, que l'élimination de candidats à l'avance, le parrainage avec notre élimination dans des conditions tout à fait scandaleuses qu'on a documentées, mais sur lesquelles les gens n'ont pas voulu beaucoup s'arrêter en disant oui, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de réunir le nombre, et sans regarder notre dossier, en nous jugeant. Et après en demandant qu'on fasse comme si de rien n'était, qu'on continue dans un processus dont moi, à mon âme et conscience... Pourtant, vous avez voté. Qu'il était joué d'avance. Oui, j'ai voté, mais je voulais aussi, parce que ne pas voter, ce serait renier. Moi, je vote toujours, quelles que soient les conditions, sauf si des raisons peuvent aider à appeler à l'abstention. Mais je disais que les candidats retenus n'ont pas suffisamment pris en compte que c'était un processus déjà pipé. Et eux-mêmes participaient à donner l'impression, comme disait la masse sénégalaise, que de toute façon le 24 Macky va partir et qu'il n'y a pas de doute qu'il va partir. Moi je disais que, je l'ai dit à la place de l'Obélisque quand le C25 s'est retrouvé, je disais que c'est un coup d'État et que de toute façon il n'y aura pas de deuxième tour. Donc pour marquer ma différence et retenir la leçon, parce que si ce n'était pas ça, je serais là en train de dire oui, c'est par X qu'il a truqué les élections, oui, il y a des enfants qui ont voté par ici, par là, plutôt que de revoir de manière objective comment le processus s'est passé. Alors, voilà, les gens se sont retrouvés après avoir voté à agréger des chiffres. Ok, ça s'entend. Ouais. C'est clair, c'est clair. Thierno Alassane Sall est un solitaire? Comment peut-on être en politique et être solitaire? Moi, j'étais membre fondateur de l'APR. Et quand j'étais dans l'APR, je dois dire qu'on ne me voyait pas trop au premier plan à faire des frasques. La politique, c'est pas de l'exubérance, c'est pas aussi être dans des clans et des partis. Je ne suis pas un homme de clan, je ne suis pas un homme de parti. Aujourd'hui, je suis dans le congrès de la Renaissance démocratique avec d'autres. Hier, j'étais dans l'Alliance pour la République où, je dois dire, j'ai dirigé la cellule des cadres. C'était l'une des rares structures de l'APR où on n'entendait pas de contestation ou de bruit pendant tout le temps que j'étais à la tête de cette structure-là. Et ceux qui me connaissent ailleurs savent bien que je suis un homme qui travaille en équipe partout où je suis passé. C'est pourquoi dans les ministères que je sois passé, vous avez peu entendu du bruit autour de moi. Parce que je sais travailler en équipe. Ceci étant, je ne vais pas passer mon temps à répondre à des questions de personnel sur mon caractère, etc. C'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est des questions éminemment importantes qui dépassent les personnes de Thierno Alassane Sall, de Macky Sall, de leur choix de couleur ou de leur goût culinaire. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir où est-ce qu'est le Sénégal et quelle est la position des uns et des autres par rapport aux intérêts stratégiques du Sénégal et à ceux qui spolient
le pays. Le choix n'est pas gratuit, le choix porté sur votre personne pour ce débat. Dans ce contexte, c'est pour des éclairages. Vous êtes ancien ministre de l'énergie, vous êtes Thierno Alassane Sall également. Avec votre trajectoire, le tout est lié, hein? Absolument, quelque je part. suis bien d'accord. Par exemple, on se rappelle des débuts quand... c'est vrai cette histoire, permettez-moi également d'y revenir, quand on dit que vous avez refusé d'empocher un salaire qui avoisinait le salaire de Aliou Sall, les 12 millions par mois, à la tête de la RTP. C'est vrai cette histoire? Mais c'est vrai, bien plus que ça d'ailleurs. Quand je suis venu à la direction générale de la RTP, j'ai trouvé que le traitement global, parce qu'au-delà du salaire, il y a qui avoisinait les 13-14 millions bruts. Il y a une villa qu'on louait pour le DG de 2 975 000 hors taxe, c'est-à-dire toute taxe comprise, c'était autour de 3 millions et quelques, 3 millions 200. 3 000 litres d'essence, il ne paie pas l'eau, il ne paie pas l'électricité, il ne paie pas le téléphone, il a des gardiens. Si on cumulait tout cela, on était bien autour de 20 millions, voire un peu plus. Et pour le directeur? Pour le directeur général, avec son parc automobile. Nous venions de faire une campagne qui était fondée sur la gestion sobre et vertueuse. Et le Décalengor. Et le Décalengor. Et en tout état de cause, il me semble aberrant dans un pays aussi pauvre qu'un directeur général d'une structure, au prétexte qu'il doit être aligné sur les salaires des DG des compagnies comme Sonatel ou Tigo, puisse gagner un salaire aussi monstrueux. Et les ressources générales, que ce soit dans le pétrole, ailleurs, que ce soit dans les impôts que les gens prennent, que ce soit ailleurs, partout où il y a des ressources qu'on prélève, c'est des ressources de l'État du Sénégal et des Sénégalais. Et rapidement, vous avez refusé ces avantages en tant que directeur général de la RTP? C'est moi-même qui suis allé trouver le président de la République, Macky Sall. Je lui ai dit que ce salaire me semblait extrêmement aberrant. Et il m'avait à l'époque mis en rapport avec la secrétaire générale de la présidence, Aminata Tall, pour que je puisse régler ce problème avec elle et préparer les décrets. Régler ce problème. Et nous sommes... j'ai dû aller d'ailleurs retourner le voir parce que ça traînait un peu, afin qu'on puisse... réduire votre salaire. Réduire mon salaire. C'est ça la vérité. Je suis allé le trouver. Il était chez lui à Mermoz à l'époque. Il devait aller à la Ombra ce jour-là. Il était président. Et pour qu'on puisse régler ce problème-là, parce que ça n'était... C'est par la suite que Macky Sall a pris la décision de maximiser les salaires des directeurs généraux à 5 millions. Oui, je crois que d'ailleurs ce qui avait retardé ça, c'est qu'au lieu de régler le seul cas de la RTP, lui était disposé à régler l'ensemble des salaires des directeurs généraux dans un même décret, au lieu de faire un décret par situation. Vous n'êtes pas surpris par votre attitude? Non, je pense qu'il me connaît assez. Je pense que quand même, il me connaît assez que... moi j'ai des convictions. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontré, Macky Sall, qu'on s'est vraiment connu, le président, à l'époque il était Premier ministre. C'était autour des questions de bande de terre de l'aéroport que le régime de Wade était en train de spolier dans les années 2006. Il voulait satisfaire une partie de sa clientèle politique dakaroise en octroyant des terrains, mais les gens voulaient se servir au passage. Mais ce qui allait impacter fortement sur la sécurité de la navigation aérienne et sur les risques autour de l'aéroport. Et nous avons dû tenir une réunion à la primature où j'ai dû, contre beaucoup de gens, y compris de haute personnalité de l'aviation civile, j'étais seul et isolé. Et c'est peut-être pour ça qu'on me définit pour un solitaire, souvent. Je dis dire que cette affaire-là est très grave pour la sécurité du pays, il faut l'arrêter. Et je dois dire à la vérité que lui, en tant que Premier ministre, il était le seul parmi tout le gouvernement, y compris les autres ministres, à être de mon côté. C'est plus tard que Abdoulaye Wade a refusé et a continué. C'est comme ça que la bande verte a été dépecée. Et il me semblait être aussi quelqu'un qui était un peu dans la recherche des intérêts. C'était le temps du Décalengor avec Macky Sall. Non, c'était il était le premier ministre de Wade. Oui, là, on se par la suite. Oui. Ok. Et finalement, donc, réduction du salaire du directeur général de la RTP. Mais quand ils ont réduit le train de vie du directeur que vous étiez également, vous avez réajusté par la suite. Ils avaient trop compressé. Non, il faut dire, et je souligne au passage pour revenir à la question de solitaire, vous avez vu sur ces deux dossiers, j'étais un peu seul. C'est peut-être pour ça que les gens
essaie de me dépeindre comme un lion solitaire dans la jungle sénégalaise, où les gens souvent pensent à leurs propres intérêts. Mais non, le décret a été pris définitivement pour toutes les agences, et d'ailleurs ça a coïncidé au moment où je quittais la direction générale de la RTP pour être ministre des Infrastructures. Il vous souviendra que je n'ai pas beaucoup duré aux infrastructures à la RTP. Oui, oui. Mais en interne, à la RTP, ça m'a valu aussi quelques grincements de dents au niveau du personnel, d'une partie du personnel. En interne, j'avais pris aussi des mesures assez drastiques de réduction des dépenses. Et je me souviens lors de ma passation de service d'ailleurs avec Aboulo, un des délégués a cru devoir faire un discours un peu, j'allais dire, de réjouissance par rapport à mon départ pour les trains de mesures assez durs que j'avais prises, mais qui devaient permettre d'économiser beaucoup d'argent, lequel argent pourrait servir dans d'autres... Vous voyez que c'est intéressant. Les Sénégalais aiment ces anecdotes et c'est toujours intéressant. Ça permet d'éclairer le débat, de mieux cerner la personnalité qui est devant nous. C'est comme ça également... Mais une anecdote par exemple, vous savez que le robinet qui était en bas là, je m'étais aperçu qu'on payait 900 000 francs par bimestre. Un robinet qui était en bas dans un lieu où il était bétonné. J'avais fait faire des investigations et j'ai dit mais c'est pas possible. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de jardin, on paye 900 000 par... puisque c'est moi qui validais les factures. Et donc ma responsabilité directe était engagée. Et donc je devais regarder. Donc quand j'ai fait arrêter ces robinets en disant que puisque les gens étaient tous les bureaux étaient en haut, je me suis aperçu, les gens ont dit dans la presse quelques jours après que oui, j'ai empêché les gens qui voulaient faire des ablutions parce que j'ai fermé un robinet, mais il se trouve que tous les gens qui graffitaient autour, les laveurs de véhicules, parfois même des gens venaient prendre là-bas de l'eau pour aller dans les chantiers d'à côté. Donc, je pense que parfois la responsabilité amène à prendre des décisions qui ne sont pas populaires, qui ne peuvent pas faire plaisir au personnel, mais qui font que c'est votre responsabilité de le faire. Je pouvais, comme beaucoup de mes prédécesseurs et un peu partout ailleurs, faire plaisir à tout le monde, et en partant, le délégué, au lieu de m'attaquer, me ferait des éloges, mais je l'avais remis à sa place, croyez-moi. Oui, et sans citer son nom. J'ai même oublié son nom. Ok, d'accord. Et c'est ce même Thierno Alassane Sall qui a eu ces types de rapports conflictuels, à la limite, avec le président Macky Sall et son premier ministre d'alors, Mahamad Dione. Vous êtes en train de me prendre de me décrire comme un bagarreur. Non, ce n'était pas des rapports conflictuels avec le personnel. D'accord. En tout cas, c'est la même personne avec les mêmes procédés qui a eu des différends avec le président et le premier ministre autour de Petro-Tim. Mais avant d'en arriver, on va largement en parler, c'est l'actualité. Un autre passage. Celui avec Baratal. Baratal qui s'estimait lésé par le régime des Wade est venu auprès de Macky Sall pour se voir rétabli dans des proportions acceptables par nos lois et règlements. Et voilà, on vous a donné l'ordre de décaisser de l'argent. C'était des sommes assez conséquentes aussi, hein. On parle de 600 millions, quelque chose comme ça, par en tout cas beaucoup d'argent. Et là également vous avez apposé votre niette catégorique pour dire que c'était de la surfacturation de la part de Baratal. Vous pouvez nous éclairer ici? Oui, mais bon, je pense que si on se met, pour la bonne compréhension des Sénégalais, et ce dossier-là, si je me mettais à l'expliquer, on n'aurait pas à revenir, on n'aurait pas suffisamment de temps pour terminer, pour aborder l'autre dossier dans des conditions confortables. Non, dites-moi juste s'il y avait eu surfacturation. Et pour éviter de dire des choses qui seront tronquées ou qui amèneraient à des polémiques qui nous divertiraient actuellement sur le sujet sur lequel nous, on est focus de pétrole, je peux vous dire que effectivement on a eu des différends sur ce dossier de la route Fatick-Kaolack à laquelle vous faites allusion, et sur d'autres dossiers, j'ai parlé aussi de FH entre autres, mais c'est des différends de principe, parce que j'estime
que ma responsabilité, au-delà de mon amitié avec le président Macky Sall et avec qui que ce soit, pour les engagements profonds qu'on a pris pour le Sénégal, pour servir le Sénégal, c'est de défendre en toutes circonstances et mieux les intérêts du pays, évidemment dans le cadre des directives qu'a pu donner le président de la République. Mais comme je l'ai dit à un de vos confrères, peut-être qu'il y reviendra une fois, j'ai dit, exécuter des ordres manifestement illégaux, ça c'est la responsabilité personnelle de celui qui agit, parce qu'il a une signature qui l'engage. Et donc, s'il est conscient qu'il y a des problèmes autour de ce dossier, sa responsabilité est d'y faire face. D'autant plus que le régime de Wade que nous avons combattu, nous l'avons décrié beaucoup sur les chantiers et sur les surfacturations relativement aux routes. Nous ne pouvons pas, nous, dès l'arrivée, faire des choses qui pouvaient sembler être une continuation de ce que ce régime-là faisait. Je préfère m'en tenir là, et si vous voulez qu'on approfondisse cette question, en d'autres circonstances, quand la tempête en mer, là, au large, là, sur nos puits de pétrole se sera calmée, on pourra y revenir à suffisance. Oui, je vous l'accorde. Il ne veut pas se divertir, il ne veut pas noyer le dossier à l'eau sale. Donc c'est l'actualité. Tout démarre avec, oui, avec vous, hein, parce que donc, vous étiez le ministre de l'Énergie à l'époque. Et sur le plateau de Saint-Yves déjà, et j'ai lu longuement en préparant l'émission un entretien que vous avez accordé au journal Les Échos. Vous insistiez sur le fait que le dossier Total est un épiphénomène face au dossier Timis. Oui, je vous remercie de rappeler ces propos que j'avais tenus à l'époque. Sur votre plateau, il y a un an ou plus d'un an, à propos de l'affaire Total, et je disais que, en expliquant que l'affaire Total était un écran de fumée pour cacher le plus gros scandale de l'histoire du Sénégal, qui est le dossier Timis. Je n'avais pas révélé le dossier, d'ailleurs c'est vous qui vouliez me pousser en disant est-ce que c'est l'affaire Timis, et je disais oui, mais de toute façon ça viendra, chaque chose en son temps, comme l'affaire que vous avez évoquée tout à l'heure. Et je dois à la vérité aussi de dire que ce qui avait attiré mon attention sur cette affaire, c'est en partie des sorties de vos confrères. Un de vos confrères qui avait accordé une interview à Journal L'As en disant qu'il y avait des parties sulfureuses dans cette affaire. Je pense que c'est Baba Aïdara. Et la position du Premier ministre Abdoul Mbaye, de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'était mis à parler de l'affaire en fustigeant. Le connaissant bien, je sais qu'il ne parle pas pour parler. Et comme j'étais ministre, j'étais tenu de prendre des positions, non seulement devant la presse, mais également, et surtout, ce qui est le plus important, de prendre des décisions par rapport à l'avenir de ce dossier. Et en conséquence, je devais m'intéresser moi-même directement et personnellement et mener des propres investigations. Et je dois dire d'abord que quand j'ai interrogé l'ensemble des personnes avec qui je travaillais et qui devraient être au fait du dossier pour y avoir participé ou pour avoir remplacé ceux qui avaient géré ce dossier et avoir donc fait un état des lieux, le directeur général de Petrosen, ses différents collaborateurs, mes services, tout le monde semblait d'accord sur le fait que Timis était un aventurier. Ça, c'était incontestable. 2, personne ne m'a dit qu'il y avait eu l'inspection générale d'État qui était passée en 2012 et que certains de mes interlocuteurs, par exemple le directeur général de Petrosen, son conseil juridique, avaient été auditionnés par l'inspection générale d'État, et eux, à cette occasion, ils ont pu savoir que le dossier Petrotim avait été monté, signé entre les 2 tours de la présidentielle vers le 20 et 22 mars 2012, mais antidaté. Ils le savaient, ils ne l'ont pas dit, que Timis était entré pendant que Tullow Oil était en train d'aboutir sur un processus. Ils le savaient, ils ne l'ont pas dit, que ce qui avait empêché le dossier de pouvoir être entré en vigueur, c'est que les 2 décrets sur les blocs Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond n'avaient pas été numérotés. Ils le savaient, ils ne l'ont pas dit. Donc voilà grosso modo
ce que j'ai trouvé un peu dans ces circonstances. Alors, les interventions et la polémique que ça a soulevé m'ont amené à demander le dossier Timis moi-même, le fond, l'ensemble. Et j'ai découvert dans le dossier, disons, rien. Oui, bien sûr, il y avait Aliou Sall qui était dans le dossier comme administrateur général de Timis et principal responsable de Petro-Tim au Sénégal. À part ça, et peut-être les statuts de Petro-Tim avec un capital de 5 millions, mais à part ça, il n'y a rien de sérieux et de consistant, ce qui m'avait quand même alerté et m'avait amené à être beaucoup plus curieux et regardant sur le dossier. J'entends d'ailleurs dans la presse les gens qui veulent, pour justifier, au lieu de répondre sur les points que je vais évoquer tout à l'heure et ce que j'ai déjà commencé à établir, j'entends les gens dire oui, mais il a à l'époque attaqué Abdoul Mbaye en disant oui, Abdoul Mbaye ne sait pas ce qu'il dit, que oui, les contrats sont bons. C'est tout à fait faux. Je mets au défi quiconque de sortir une émission, mais dans son intégralité, en demandant aux gens de lire, pas de faire des extraits circonstanciels. Je mets au défi quiconque de dire où est-ce que j'ai dit que les contrats étaient faux. Je rappelle simplement 2 points fondamentaux. À l'époque, la question des contrats, c'était le Sénégal gagnait 10% et se faisait gruger, parce qu'on n'avait que 10% de nos ressources. J'ai fait des conférences dans des écoles privées où il n'était pas question d'entrer dans les polémiques politiciennes, mais d'expliquer aux étudiants comment est-ce que les contrats pétroliers s'étaient établis, leurs principes, etc., leur mode d'établissement, etc. Et j'ai dit que pour établir ces contrats, Petrosen et Petro-Tim, par exemple, étaient en association, étaient considérés comme les contractants de l'État du Sénégal. En ce moment, Petrosen était considéré comme faisant partie de la société qui contractait avec l'État du Sénégal. Et Petrosen avait 10% de cette société qui contractait avec l'État du Sénégal. Mais cet ensemble de ce consortium, disons, qui contractait avec l'État du Sénégal, et le Sénégal se partageait les ressources suivant des clés de répartition qui sont en général prévues dans un article du contrat qui dit le partage des ressources et qui définit selon la fourchette de production journalière ce que le Sénégal gagne. Et je dis que si on cumule l'ensemble de tout cela, on peut arriver jusqu'à 70%. C'était ça mon propos. Mon propos n'était pas de dire, j'expliquais que les contrats étaient établis avec une philosophie que le Sénégal, n'ayant pas les capacités de faire l'exploration, ayant d'autres urgences, devait faire venir des sociétés étrangères et que selon loi, on avait librement mise en place qui définissait ces conditions. Ça, j'expliquais le cadre juridique et réglementaire et les avantages que pouvait y trouver le Sénégal. Ils rappellent l'entretien sur la télévision nationale avec notre confrère Oumar Nying, où vous défendiez, disent-ils, les contrats et le gouvernement du Sénégal. Non, vous m'offrez l'occasion d'être clair, je reviendrai sur cet aspect. Mais je dis, jusqu'ici, ce que j'ai dit du cadre réglementaire et de la philosophie qui a animé les gens à mettre en place ces contrats-là, je n'y reviens pas. Une chose est de dire que voilà le cadre réglementaire, il est bon. Une autre chose est de dire que ceux qui violent ce cadre réglementaire, je suis avec eux. Okay, et j'ai dit, sur le plateau de RTS, Oumar Nying, 26 août 2016, ce matin-là aussi, j'étais à objection. J'ai répété la même chose. Avec Baye Oumar Gueye. J'ai dit que à la question de Oumar Nying, sur l'implication de Aliou Sall, est-ce que ce n'est pas l'implication de Aliou Sall qui me remet en cause le problème de Timis, etc. J'ai dit, Aliou Sall est une personne privée. Sa personne ne m'intéresse pas. Les gens peuvent aller voir. Mais s'il y avait des raisons juridiques de remettre en cause le contrat, j'ai dit, nous l'attaquerons. Puis je me suis ressaisi parce que je ne peux pas parler pour le gouvernement et les autres collègues. Mais j'ai dit, moi, je l'attaquerai. J'ai cet extrait ici, je vous l'ai montré vous. Sur le plateau de la RTS. J'ai invité. Et sur les ondes de Sud FM. Un peu avant, un peu auparavant,
les affaires de la cité, 21 février 2016, à la question de votre confrère Mahmoud Ibra Kane, qui me présentait, comme vous venez de le faire, comme un guerrier, décidément, et qui aussi s'interrogeait, parce que la polémique était là, je dis que exécuter des ordres manifestement illégaux relève de la responsabilité de ceux qui l'exécutent. On ne peut pas exécuter des ordres manifestement illégaux. Je pense que quand même, ceux qui relisent et qui réécoutent le discours, mes propos dans le contexte savent que ce que je disais à l'époque, j'avais une certaine idée dans la tête. Et que c'est conforme à ce que je dis aujourd'hui. Je mets au défi quiconque. Et ils font bien de ramener ce que j'ai dit hier. Ça me donne l'occasion de dire avec plaisir et même peut-être fierté, si on peut dire fierté mais déplacée, mais avec fierté que j'avais annoncé ce que j'allais faire. Vous êtes à l'aise dans ce dossier. J'insiste dessus. By Oumar Nying, je lui ai dit, les yeux dans les yeux. Si moi je trouve quelque chose à redire sur les contrats, je vais en tout cas moi je vais prendre mes responsabilités. C'était le 26 août 2016. C'est clair. Sur les plateaux de la RTS. Avant la pub... J'ai démissionné en mai 2017. Oui, la démission, on est revenu là-dessus largement. Donc ça a eu bien une année. Non, je veux dire, c'était bien une année avant. Une année avant. Août 2016, sur les plateaux de la RTS. Et mai 2017, la démission. Donc j'étais conforme à moi-même avec ma cause. Précision pour évacuer ça, avec Abdoul Mbaye, il n'y a pas de discours également. Non. Abdoul Mbaye, je dis et je redis. Lui-même, il est d'accord dessus. Je dis, le Premier ministre Abdoul Mbaye devrait s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a été amené à signer un décret parce que c'est sa responsabilité quand il signe. Il a expliqué aux Sénégalais, il dit que quand je signais le dossier, j'ai été abusé. Parce qu'on m'a présenté du faux. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a présenté les rapports, qui a signé les rapports de présentation, a établi du faux. Quand je disais ça, au moment où je disais ça, faisais ce commentaire sur le Premier ministre Abdoul Mbaye, moi-même, je n'avais pas les informations que le décret en question était faux. Et j'ai parlé sur le plan du principe. Donc Abdoul Mbaye, abusé. Une fois que j'ai eu... Oui. Et quand il contre-signait. Pour ne pas... avant de clore sur ce dossier, ce que j'avais dit pour Abdoul Mbaye, c'est de prendre ses responsabilités, ce qu'il a fait en saisissant le procureur de la République. Attendez, il a saisi le procureur de la République depuis plus de 2 ans d'une plainte parce qu'il y a eu du faux dans des contrats qui sont extrêmement importants pour le Sénégal. Le procureur n'a pas... Il ne s'agissait pas d'une attaque. Je n'ai pas terminé. Il a saisi le président de la République pour que une enquête soit diligentée et des choses sortent. Donc voilà un monsieur qui, par rapport à cette situation, a fait ce qu'il devrait faire. Pourquoi croit-on que moi je serais mal à l'aise ou lui mal à l'aise sur cette question? Non. Ce qui est grave, c'est qu'un ministre de la République, comme moi, qu'on ait voulu l'utiliser, parce que qu'on ait voulu m'utiliser à signer des choses, comme on l'a fait signer, à son insu, qui sont contre l'intérêt du Sénégal. Heureusement que moi, comme j'étais dans le cœur du dossier, j'étais au ministère, je pouvais avoir accédé à l'ensemble des dossiers. J'ai pu rétablir la vérité. Et je dois dire par parenthèse, pour anecdote, vous savez, quand vous êtes dans le gouvernement, et quand il y a des polémiques comme ça où les gens ne sont pas à l'aise, le président n'est pas à l'aise parce que son frère est là-dessus, on veut toujours vous pousser pour aller attaquer les gens. C'était le cas avec moi en tant que ministre. Je me suis exprimé bien longtemps après la polémique. Et j'ai fait là-dessus que des positions de principe claires. Oui, il faut vous exprimer, vous êtes le ministre en charge. Non. Mais celui qui avait signé le dossier, c'était Aly Ngouille Ndiaye. Celui qui avait porté le dossier, c'était lui, c'était à lui d'expliquer. Donc, je me suis exprimé bien longtemps. Vous avez été interpellé à l'Assemblée nationale. Et mieux, justement. Les gens sont allés jusqu'à monter une sorte de stratagème pour me faire tomber dans des pièges, pour que demain ils puissent dire justement que Thierno Sall, il se contredit. On a fait écrire une question orale à Siga Ndiaye, la députée Sira Ndiaye de Bourg, pour me poser des
pour que je puisse m'exprimer sur l'affaire Timis en disant que l'affaire Timis soulève beaucoup de discussions et que qu'est-ce que vous pouvez en dire? Question orale à l'Assemblée nationale que j'ai reçue le jour vers 11h midi. Comme les questions orales, c'est un secret de polichinelle, c'est des dictées orales. Alors, des réponses dictées. Alors, j'ai interpellé le Premier ministre en lui disant, mais je trouvais anormal qu'on veuille, dans une période difficile, où moi je commençais à prendre du recul, m'engager à l'Assemblée nationale à dire des choses que je savais graves. Pourquoi cette question? Et vous savez, on a beaucoup polémiqué. Et après moi, je suis allé à l'Assemblée nationale pour ne pas dire des choses qui demain pourront être retenues contre moi. Parce qu'en ce moment, je commençais à prendre mes distances. Pour ne pas dire des choses, parler devant l'Assemblée nationale, dire des contre-vérités, pour moi, c'est des parjures. Et ça je peux être poursuivi. Mais les 5 minutes là, j'ai pris le temps de rappeler de 1960, Timis, qui le permis était avec tel, etc., jusqu'à ce que les 5 minutes soient épuisées, je suis parti. En bon cailleur. Parce que déjà, j'étais dans la logique de rupture en ce moment. Ok, d'accord. Voilà. Et maintenant, pourquoi on n'a pas vu Thierno Alassane Sall dans le document de BBC? Ça, il faut le demander à BBC. Ils sont venus ici, ils sont venus 2 fois chez moi. On a longuement discuté. Certainement que je ne leur ai pas donné suffisamment d'éléments consistants. Par principe, je pense que moi, j'avais les documents du contrat Timis BP. La journaliste est venue vous voir? 2 fois. 2 fois. C'est même pas une journaliste, c'est 2 journalistes. C'est une équipe assez... Et ils sont bien organisés. Et ceux qui veulent les attaquer doivent se lever de très tôt. Puisqu'ils sont venus en mars déjà. Et ils ont pris le temps de procéder à beaucoup de recoupements et de vérifications. Alors, ils avaient les contrats et les documents. Vous savez, vous, journalistes, vous allez toujours jouer avec les autres en ne disant pas tout ce que vous savez. Moi, j'ai préféré ne pas avoir donné l'impression que les documents qu'ils avaient provenaient de moi, etc., parce que j'étais quand même un ministre de la République. Et par ailleurs, si je devais aller plus loin... Mais naturellement, en tant que journaliste, ils avaient besoin. Oui. Je voulais surtout aussi, si je devais parler devant le peuple sénégalais et la presse sénégalaise. Parce que naturellement, si j'ai des informations à révéler, la presse sénégalaise est venue plusieurs fois vers moi et j'ai dit à chaque chose son temps. Donc voilà un peu les raisons. Oui, mais quand même, ils ont cherché naturellement à corroborer ou à valider leurs chiffres, auprès de l'ancien ministre de l'Énergie. Mais c'est pour cette raison que... Vous les avez aidés par rapport à ça? On n'a même pas commenté sur les chiffres. Ils m'ont dit, ils m'ont juste demandé si je peux confirmer, s'ils me montraient. J'ai dit, je ne suis pas en mesure de regarder leurs documents parce que, en ce qui me concerne, moi, j'ai mes sources et voilà, je ne veux pas entrer dans le détail du travail de vos collègues, mais ce que je peux dire, c'est que je leur ai dit que les montants en question étaient extrêmement colossaux, comme j'ai souvent dit ici à la presse sénégalaise. L'avantage qu'ils ont eu sur la presse sénégalaise, c'est qu'étant à Londres, où M. Timis n'a pas que des amis, et où la divulgation des informations est plus facile que dans notre pays, la protection des sources, où les gens sont plus libres que dans notre pays, où on traque les gens, même devant chez moi, on filme tous ceux qui entrent, on écoute les téléphones des gens comme ils veulent. Là-bas, la démocratie fonctionne plus et la divulgation des informations marche mieux. C'est uniquement pour ça. Mais tout ce qu'ils ont dit là, contrairement à la fable qu'on veut inventer, que oui, c'est des étrangers qui sont venus vouloir perturber le Sénégal, vous, la presse sénégalaise, nous, on le dit depuis au moins 2016, 2017 pour certains, 2000, etc., etc. Je me souviens qu'un de vos collègues a dit que c'est des milliers de milliards qui sont ainsi spoliés au détriment du peuple sénégalais. C'était en juin 2017 sur RFM. Je me souviens que les Échos, on a dit, je me souviens de l'émission que j'ai passée chez vous il y a 1 an, j'ai dit des milliers de milliards. Donc, le fait est que le gouvernement du Sénégal, quand il s'agit de BBC ou de la presse internationale, parce que l'opinion internationale et les décideurs à l'international comptent beaucoup plus pour eux et plus sensibles à l'information.
et a réagi donc, parce que évidemment, quand BBC parle là-bas, le Foreign Office commence à s'intéresser avec ses enquêteurs, le FBI prend la question avec ses enquêteurs, tout le monde s'y mêle, et les banques, tout le monde commence à se dire, bon, il y a un sérieux problème avec ce pays-là. Et la signature du Sénégal peut en souffrir. Souffrir. Deuxième chose, l'ITIE nous a classé deuxième. Moi, j'étais au ministère, j'étais dans le gouvernement. L'ITIE, les informations sur la base desquelles ils font leur classement proviennent du gouvernement. Si le gouvernement leur cache que Timis a pris de l'argent, si le gouvernement leur cache dans quelles conditions Timis est sorti et leur donne d'autres chiffres qui semblent accréditer la thèse de la transparence, ben, c'est ce qu'ils peuvent dire. Ils n'ont pas d'enquête approfondie qui leur permette de voir combien Aliou Sall aurait touché ou n'a pas touché, quel est le rôle exact de telle ou telle personne. Ils n'ont pas ces informations. Il ne s'agit pas, et ITIE, vous allez voir, va changer de position. Il ne s'agit pas pour ITIE de dire que Aliou Sall a touché ou n'a pas touché, que Franck Timis a touché ou n'a pas touché. ITIE ne peut pas discréditer ou créditer le gouvernement sur cette question-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à ITIE, ils ont une responsabilité énorme dans cette affaire. Parce que, comme j'avais dit à certains d'entre eux, en des circonstances quand je les ai rencontrés, vous voyez un ministre qui démissionne, qui est au cœur de l'affaire, qui dit qu'il y a un énorme scandale, et vous osez écrire que le gouvernement est dans la transparence. Vous vous discréditez vous-même. Et l'ITIE, en cette occasion, sur cette question du Sénégal, c'est discrédité. C'est ça la vérité. Et ne croyons pas que tout se passe bien dans ce monde-là parce que c'est ITIE. Moody's, qui était un des cabinets les plus réputés et dont le ministre Abdoulaye Daouda Diallo d'ailleurs a parlé tantôt, mais Moody's, ils avaient noté Lehman Brothers d'une manière extrêmement élogieuse à la veille de la crise de 2008, à la veille de l'effondrement et de la faillite totale de Lehman Brothers qui a entraîné l'une des crises financières les plus graves de l'histoire du monde, sinon la crise financière la plus grave. Et à l'occasion de Enron aussi, du scandale Enron, on a vu combien l'ensemble des cabinets comptables des États-Unis étaient tellement dans la faillite qu'on a dû changer les lois des États-Unis pour pouvoir séparer un peu les activités et les rendre plus transparentes. Donc, qu'on ne nous parle pas de ITIE à ceci et cela. Les questions qu'on pose sont très simples et claires. Oui ou non, le président de la République savait-il que Timis est entré dans notre pétrole dans des conditions illégales entre les deux tours de la présidentielle? Je dis qu'il le savait puisqu'il avait un rapport d'inspection générale d'État qui l'établissait. La question de savoir... Un rapport qui date de septembre 2012. Un rapport qu'il avait lancé, attention, le rapport définitif est de septembre 2012. Vous savez comment fonctionne l'inspection générale d'État. Chaque fois qu'ils constatent des manquements graves, ils font des comptes rendus réguliers à leur hiérarchie. C'est-à-dire les inspecteurs qui sont sur le terrain rendent compte au vérificateur général au fur et à mesure, lequel rend compte au président de la République au fur et à mesure, pour des mesures préventives à prendre éventuellement avant que justement des catastrophes arrivent. Mais d'abord, c'est le président Macky Sall, sur la base d'une lettre faite par Ali Ndiaye, avec des soupçons d'implication de Karim Wade, qui était l'objet d'une enquête serrée pour pouvoir l'impliquer et l'amener à la CRI. Donc c'est le président de la République qui a commandité l'enquête parce qu'il avait des soupçons importants. Et deuxièmement, il avait dit entre les deux tours de la présidentielle qu'il remettrait en cause tous les contrats signés dans la précipitation entre les deux tours. Et ce contrat était le plus important. Et je dois dire, pourquoi le contrat n'était pas entré en vigueur? Parce que des patriotes sénégalais ont refusé de numéroter les décrets. Décrets signés par Abdoulaye Wade et Souleymane Ndéné Ndiaye, et des Sénégalais avaient refusé de numéroter. Donc ça veut dire qu'il y a des gens suffisamment conscients du caractère extrêmement désavantageux pour le Sénégal et scandaleux de cette affaire pour pouvoir bloquer le processus en attendant qu'un nouveau président arrive. Et ils l'ont averti, et il en a parlé. Si c'était des affaires courantes, comme il dit, pourquoi ils n'ont pas numéroté simplement le décret d'Abdoulaye Wade expédié?
parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils savaient que c'était anormal et scandaleux. Et pourquoi ils ont dû reprendre les décrets? Donc ce n'était pas des affaires courantes, c'était des faux en cours. Et c'était antidaté par Macky Sall et son régime? Non, c'était antidaté par Abdoulaye Wade. C'est-à-dire que, pour être précis sur cette question, entre les deux tours, signé vers le 20 mars, selon les informations, mais antidaté au 17 mars. Et d'ailleurs, ils ont tellement antidaté que Petro-Tim même a été créé le 19 mars, donc Petro-Tim qui signe le 17 mars n'existait pas. Tout cela, le président Macky Sall le savait, à son arrivée. Il avait une plainte, il savait que c'est tout le haut, et pire, il était en mesure de savoir que Timis avait une réputation extrêmement sulfureuse et grave, de par ses agissements dans le monde. Et un État qui se respecte fait de telles investigations. Et donc, quand ils ont continué le dossier là, quand ils ont poursuivi le dossier, mais ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Donc c'était pas, comme il dit, des dossiers en instance en cours. C'était un faux en cours d'exécution. C'est un vrai scandale alors. Je termine cette phrase-là qui est importante. Oui. C'était un faux dans des affaires extrêmement importantes pour le pays, en cours d'exécution, qu'il avait l'obligation d'arrêter. Il a continué. Vouloir, comme le prétend le gouvernement, non, on a trouvé des dossiers en instance. Le président va d'ailleurs dire qu'il va répondre, mais il ne pourra jamais montrer que c'est Macky Sall qui a signé le contrat. Il faut séparer les deux choses. Le contrat comme tel, que vous pouvez, que je peux vous montrer, ce contrat-là, il est signé par le DG de Petrosen de l'époque, Ibrahim Mbodj, un des responsables de Petro-Tim, Karim Wade, ministre d'État, et Abdoulaye Wade. Maintenant, le décret d'approbation signé par le président Abdoulaye Wade et Souleymane Ndiaye, non numéroté. Ça, c'était en mars. Macky Sall arrive en juin, il signe le décret sur la base des faux. Maintenant, ils vous diront, oui, c'était avant que le rapport d'inspection générale d'État sorte, qu'on ne savait pas. D'abord, j'ai expliqué que l'inspection générale d'État... Ça prend du temps. Non, j'ai expliqué que l'inspection générale d'État procède par étapes, fait un rapport définitif sur la base des rapports provisoires qu'on remet aux différentes parties concernées qui ont le temps de faire leurs observations. Mais avant, le président et autres ont des informations au fur et à mesure pour prendre les mesures conservatoires nécessaires. Mais le plus grave, c'est que cette défense ne vaut rien et confirme qu'ils savaient et qu'ils sont coupables. Parce qu'ils ont signé 2 autres décrets. En juin 2013, un an après à peu près, pour prolonger la période initiale des contrats de Timis. Et si l'argument, donc ils ont signé 2 décrets, un an après, pour prolonger le contrat, pour donc donner le contrat encore plus de temps. Et de 2, si cet argument